Ça aussi, c'est un sérieux problème des loges. Mhm. C'est un sérieux problème. Nous avons été contactés depuis mon arrivée ici, depuis plus de 30 ans. Des grands de ces loges-là, en particulier la loge maçonnique et tout, ils sont venus au palais. Ils nous ont proposé des tas de choses, mais jamais on a franchi le pas, on n'a jamais pensé que c'était nécessaire et qu'on avait même des hauts dignitaires français pour la plupart, qui nous disaient jamais, majesté, surtout en parlant à mon époux, jamais, majesté, il ne faut pas accepter de rentrer dans ça. Nous sommes dans ça, on ne l'a jamais caché. Nous sommes aussi vers vous, on sait où il y a quoi et qui fait quoi. On a eu la chance de... Oui. On a eu la chance de rencontrer des dignitaires comme ça. Il y a une dame qui est arrivée au Cameroun en 1954. Je n'étais même pas encore née. Je connais très bien le Bénin. Ils avaient la plus grande entreprise ici de concessionnaire de voitures et tout. Et son époux est arrivé un peu plus après. Ils nous ont dit jamais ne rentrez dans ça. On vous les amène comme des touristes, mais n'écoutez pas ce qu'ils vous racontent. Non, on les amène parce que nous sommes avec vous, nous sommes des dignitaires. On ne peut jamais vous induire en erreur. Honneur, respect, mes chers amours. Merci d'être là. Merci de vous joindre à nous. Aujourd'hui, une émission toute spéciale du Bénin. Vous avez compris, parce que je continue, quand je fais les voyages comme ça, donc il y a plusieurs suites, plusieurs personnes rencontrées, donc on continue parce que ces gens nous inspirent et ont beaucoup à nous dire. En fait, vous avez souvent entendu parler d'Alada. Pour les Antillais, pour les Caribéennes, pour les Afro-descendants et descendantes, vous savez, lorsqu'on parle d'Alada, vous voyez déjà Toussaint Louverture, vous voyez plusieurs illustres personnes, des ancêtres vaillants et vaillantes qui se sont mis debout, qui ont fait cette route-là vers Rwanda, qui ont perdu leur vie et qui se sont battus déjà sur les côtes pour arriver sur le continent des Amériques. Alors, on va rencontrer une femme d'exception dans tout le sens du terme. Elle est de la royauté, princesse devenue reine d'Alada. Elle est du Cameroun, elle a fait la transition. Vous allez entendre tout ça, donc je ne vais pas en dire plus. Mais une chose certaine, c'est que la reine Djéami Bokdjebe Queen Epo, j'ai massacré le nom, je m'en excuse, mais il fallait que je dise tout son nom, la reine d'Alada actuellement. Elle est une femme qui est en charge des relations extérieures et coopération de la couronne royale d'Alada. Elle est la présidente de l'association des reines du Bénin. Elle est aussi la présidente de la fondation Afrique Espoir, promotrice du village Vaudon à Oto, lac sacré. Elle est reine et épouse du 16e mois d'Alada depuis 30 ans. C'est une femme extraordinaire. Vous allez la voir aussi en photo parce que j'ai eu à la rencontrer. J'ai été ébahie par sa chaleur, son humilité, sa sagesse et surtout son ouverture d'esprit. Alors, mes chers, bonne écoute. Alors, honneur et respect, mes chers amours, comme vous le savez, je reviens et spécialement du Bénin. J'ai le grand honneur et le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui la reine d'Alada, donc la reine Djéami, que je vais essayer d'éviter de dire son nom au complet parce que je pense que je vais massacrer son nom. Alors, chère reine Djéami, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous ce matin?
Je vais très bien et je suis ravie d'être là avec vous, de pouvoir échanger un peu. Merci beaucoup. Alors, on a l'impression que les reines sont inaccessibles. Et dans notre imaginaire, on parle souvent de reine Diana en Angleterre. Et lorsqu'on vous voit, moi, j'étais choquée. J'ai dit, oh, elle est aussi joyeuse, ouverte avec tout le monde. Il n'y a pas de mur que vous mettez avec les gens qui vous rencontrent. Pourquoi cette façon de faire? Est-ce que c'est votre personnalité ou tout simplement vous voulez prendre le rôle de reine à un autre niveau qu'on n'a jamais vu? Écoutez, avant d'être reine, je suis un être humain, je suis une femme, je suis d'une grande famille, donc j'ai l'habitude d'être entourée, j'ai l'habitude d'avoir du monde autour de moi. Et je ne pense pas que ce soit nécessaire, parce que je suis devenue reine, de mettre une barrière entre tous ceux qui viennent gentiment, gracieusement vers moi, que je devrais avoir la grosse tête, je devrais me dire non, je suis reine, je ne devrais pas faire ci ou ça. Non, je ne pense pas. J'embrasse les gens comme les gens m'embrassent. Voilà. Exactement. Et c'était la chaleur, en fait, parce que c'était une rencontre tellement chaleureuse que ça m'est resté dans la tête. Et j'ai dit, il faut absolument que j'ai l'opportunité de causer avec vous. Mais devenir reine, comment ça se passe? Est-ce qu'un bon matin, on se réveille et on devient reine, ou est-ce qu'il y a tout un processus qui se fait? Alors, être reine, c'est d'abord être une épouse, une femme au foyer, parce que justement, le prince que j'ai rencontré était déjà roi, parce qu'on dit mon prince charmant. Alors, mon prince charmant était déjà roi, que j'ai rencontré au Cameroun, chez moi, parce que je suis originaire du Cameroun. Mais comme je dis, je suis citoyen du monde. Je vis à Alada depuis 30 ans. Alors, j'ai rencontré Sa Majesté le roi d'Alada au Cameroun il y a 30 ans. Il m'a invité au Bénin. Je suis venue au Bénin et ça s'est passé très vite. Ça a été le coup de foudre depuis le Cameroun. Puis, nous nous sommes mariés traditionnellement déjà au Cameroun. Et puis, au Bénin, nous avons finalisé le processus de mariage. Je suis donc devenue reine, épouse du 16e roi d'Alada, le roi Podegweto Zigla. Et là, j'ai embrassé une autre culture, une autre manière de faire, parce que je devais partir de tout ce que j'avais appris jusqu'à ce moment-là, rentrer à l'école de Rennes au royaume d'Alada, parce que je viens d'une famille royale, mais les pratiques ne sont pas les mêmes. À Alada, j'ai dû apprendre à marcher sans chaussures. Je suis venue en Haïti sans chaussures. Et j'ai appris également à marcher sans vêtements, c'est-à-dire torse nu. Quand je dis sans vêtements, c'est entre grippes, c'est-à-dire je porte des pagnes, 2 pagnes comme ce que je porte en ce moment. Je devrais laisser mes épaules nues. Voilà. Donc j'ai appris à faire tout cela. Ça n'a pas été facile, mais quand on aime, on gravit les montagnes. Voilà. Exactement, parce que c'est des cultures qui sont différentes. Et quand vous êtes arrivé finalement, quel était votre quotidien? Est-ce que c'est tout simplement rester disponible à la cour pour que les gens vous rencontrent? Quel est l'impact de ce rôle-là au sein de la communauté? Alors, je porte une double casquette, c'est-à-dire que je suis reine, donc femme au foyer, qui prépare le repas de son époux, qui essaie de s'occuper de tout ce qui est travaux ménagers et tout, comme toute femme. Mais j'ai également le rôle et la responsabilité des relations extérieures, de la coopération de la couronne royale d'Alada. C'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est étranger qui vient. Nous avons un processus de haut dignitaire à la cour, des personnes ressources. Je m'occupe de, c'est un peu comme le ministre des Affaires étrangères dans la République. Donc, je m'occupe de tout cela. Alors, j'essaye de concilier les deux. Quand il faut être à la cuisine, parce que là, il y a des tours de reine. Il faut dire qu'en Afrique, particulièrement au Bénin, le roi n'a pas une seule reine. Il en a plusieurs. Alors, quand je suis arrivée, je devrais m'habituer à tout cela, de savoir que je devrais attendre mon tour de reine pour accéder à la cuisine royale, où j'ai eu l'opportunité d'apprendre comment ça se passe par une reine-mère, l'épouse du 15e roi, le père de Sa Majesté actuelle.
Elle a eu à m'apprendre le b.a.-ba, comme on dit, de comment est-ce qu'une reine devrait se comporter, comment elle devrait surtout préparer le repas royal qu'on appelle le ka. Et le roi ne mange devant personne, même pas devant moi. Je prépare le repas comme il se doit dans les règles. Je ne le vois pas manger. Je n'ai jamais vu mon époux manger depuis 30 ans. Je sais qu'il a apprécié quand il a fini parce que je vois ce qui reste par rapport à ce que j'ai servi. Donc j'ai appris à faire tout cela et c'est là où tout se passe en fait. Le rôle de la reine, traditionnellement parlant et particulièrement à l'Ada, ça se passe à la cuisine royale. Parce que là, vous avez le contact direct avec les anciennes reines que nous commençons à vénérer dès 4 heures du matin. Nous allons à ce qu'on appelle la fofi, c'est-à-dire la toilette des reines. C'est là où nous rendons hommage. On y va sans parler à qui que ce soit jusqu'au retour. C'est quand on ramène tout ce qu'on avait emporté là-bas, qu'on pose tout, qu'on fait la propriété dans sa chambre, qu'on peut parler à quelqu'un d'autre, y compris Sa Majesté le Roi. Même si Sa Majesté est dans votre département, à ce moment précis, vous ne lui parlez pas. Vous accomplissez d'abord le rituel avant de pouvoir lui parler. Donc, comme je disais, c'est là où tout se passe. Être reine à Alada, c'est savoir faire tout cela. Le reste, c'est un peu moderne. Tout ce qui concerne les relations extérieures, c'est moderne. Mais sinon, toutes les autres reines ne le font pas. C'est le rôle que mon époux m'a donné et par rapport à mon nom également, le nom qu'il m'a donné, parce que quand une reine vient, elle a un nom qu'on lui donne. Le mien, c'est Djerami, qui veut dire celle que je préfère, celle que j'ai choisie, celle qui me convient, celle qu'il me faut. Parce qu'autour de ma venue, il y avait une prophétie que le fondateur du royaume avait faite au 16e roi. On lui avait dit, quand vous verrez la femme qui va vous accompagner, la reine qui va vous accompagner dans votre mission, vous saurez que c'est elle. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé au Cameroun où nous nous sommes rencontrés. Il n'y a pas eu d'intermédiaire, il n'y a pas eu de présentation. Sa Majesté est venue vers moi sans que quiconque me dise qui était ce roi ou cette personne et sans qu'on lui dise à lui non plus qui j'étais. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé et c'est la prophétie qui s'est réalisée. Il m'a donc appelé celle qu'il me faut, celle que j'ai choisie, tout ce que cela peut engendrer. Donc c'est une lourde responsabilité. Je ne prends pas ça comme un privilège. Je pense que cela entraîne énormément d'efforts. C'est-à-dire, j'ai une obligation de résultat en fait. J'aime bien l'idée d'obligation de résultat parce qu'on a l'impression que c'est juste un titre. Hein, et on voit maintenant beaucoup de femmes portent les noms queen, se donnent des noms de reines, d'impératrices et tout ça. Et je regarde la rigidité qu'il y a à suivre les protocoles. Est-ce que ça vous a facilité justement votre intégration, le fait que vous étiez déjà une princesse et que vous êtes habituée aussi au protocole? Non, pas du tout, parce que c'est vraiment deux mondes différents. Tout ce qui se passe ici ne se passe pas d'où je viens. J'ai dû apprendre carrément tout. Comment être, comment paraître, comment parler. C'est vrai que le naturel est toujours là. J'avais quand même une base déjà, j'ai reçu une éducation chez moi, mais traditionnellement parlant, ça n'a absolument rien à voir. Ce qui m'a aidé, c'est probablement l'éducation que j'ai reçue de ma maman, savoir comment être femme, une femme accomplie, comment tenir mon ménage et tout, comment parler à son homme, peut-être ça. Mais royalement parlant, non, pas du tout. Cela ne m'a pas du tout aidé parce que c'était vraiment autre chose. C'était vraiment une école, une nouvelle école. Je devais apprendre. J'avais un cahier où je notais et le comble est que la maman qui s'occupait de mon apprentissage ne parlait pas français, je parlais pas le fon qui est la langue béninoise de là où je suis, du sud Bénin. Donc, je devais regarder le gestuel, ce qu'elle faisait. Je mettais je fais ceci, deux, je fais cela. Même en préparant le repas où, même si elle parlait français, on ne parle pas. Quand on est dans la cuisine royale, on a une certaine posture, c'est-à-dire on se prosterne devant le foyer déjà pour préparer le repas et quel que soit ce qui vous arrive, vous ne parlez pas, vous parlez avec des gestes. Alors, je devais regarder ce qu'elle disait et quand on sortait de là, je pouvais même pas lui poser des questions.
parce qu'elle ne pouvait pas comprendre. Donc, je regardais toujours ce qu'elle faisait et je notais. Cela m'a amené à apprendre vite et beaucoup plus que celle qui pouvait parler parce que je mettais un point d'honneur à bien faire, à mériter d'être là, et que ce ne soit pas un choix, pourquoi on l'a amené celle-là et tout. Donc, j'essayais d'exceller et Dieu et les membres de nos ancêtres m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui, 30 ans, c'est pas évident parce que quand on ne fait pas bien, il y a des retombées. C'est là vraiment le nœud, la tradition est là. Si vous ne faites pas bien dans la cuisine royale, il y a des choses qui vous arrivent, qui vous font comprendre qu'il y a eu des fautes, il y a eu des manquements par rapport à ce que vous aviez à faire. Et justement, au-delà de tout ce protocole, tout ce qui se passe dans la cuisine royale, parce que là, je suis carrément bouche bée, je me dis, je regarde les femmes d'aujourd'hui qui pensent qu'en tant que reine, on a des gens qui nous servent et puis c'est tout, on fait autre chose. Et de savoir que vous faites aussi la cuisine pour le roi, que vous faites ce côté, en fait, de travail ménagère. Est-ce que pour les jeunes autour de vous, quand vous parlez de ça, quand ils en fait comprennent tout ce que ce travail demande, est-ce qu'il y en a qui se disent la royauté a encore sa place, la royauté peut toujours servir à l'élévation socio-culturelle du Bénin? Absolument, absolument. Il y a de plus en plus une prise de conscience. C'est vrai que, je ne sais pas si je devrais dire ça, la religion, les églises et tout, on fait que l'Afrique a perdu et parfois je dis l'Afrique n'a rien perdu. Il y a encore tout là, nous avons tout à notre portée et que ça dépend de nous pour vraiment essayer de redorer notre blason. Donc je le dis en disant que les jeunes que je rencontre, surtout dans les réseaux, parce que j'ai eu l'autorisation d'être dans les réseaux sociaux où je raconte un peu ma vie de reine et tout. Je raconte un peu la royauté en général en prenant soin de ne pas désacraliser, voilà. Je dis que des choses que je devrais dire ou alors que je puis dire. Jamais ce que je ne devrais pas dire. Donc, je rencontre dans les commentaires énormément de personnes et des personnes qui viennent aussi au site historique que j'anime. Je rencontre des personnes qui veulent savoir, qui veulent comprendre, même parfois de très jeunes, qui viennent, qui me disent maman, mais la reine, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais est-ce qu'on peut encore faire telle ou telle chose aujourd'hui? Et je suis vraiment émerveillée parce que ma vie de reine m'a amenée à forger ma spiritualité. J'ai compris un certain nombre de choses en étant où je suis, en côtoyant les morts, parce que la reine que je suis nous vivons dans des tombeaux des grands rois. Sous nous, il y a certainement un illustre roi qui est enterré là. Et c'est dans cet environnement que nous vivons. C'est pour ça qu'il faut rester sans chaussures. Il faut les vénérer à tout moment. On ne vous dit pas tout le temps de vous prosterner. C'est-à-dire, nous avons une vie partout ailleurs, mais nous avons toujours plein conscience que nous sommes dans un sanctuaire. Oui. Donc, au quotidien, je vis la tradition, je vis le vaudou, ce que les autres appellent le vaudou. J'avais l'habitude de dire, la fête de vaudou, c'est simplement une porte ouverte du palais. Le palais ouvre ses portes pour que d'autres personnes viennent voir. Mais sinon, le vaudou, nous le vivons au quotidien. Les pratiques, déjà en rendant hommage aux anciennes reines tous les matins à 4 heures. C'est déjà le vaudou, ça. Partout en Afrique, au Bénin, on dit le vaudou, mais l'Afrique a ses cultes, l'Afrique a ses divinités qui ont d'autres noms ailleurs. Aujourd'hui, les gens comprennent de plus en plus que le Bénin n'est pas un pays sorcier où il y a tout ce qu'on dit, les poupées vaudou et tout. Non, 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 ça n'a absolument rien à voir. Au contraire, c'est un merveilleux pays où si les gens pouvaient comprendre la dimension de ce qui les entoure. On parle de vaudou dès aujourd'hui, mais le Bénin a déjà dépassé ce cadre spirituellement. Mais c'est une chance que le président de la République essaie de vulgariser, promouvoir davantage pour que ceux qui ne comprennent pas qu'il n'y a rien de satanique, de diabolique, comprennent que non. Le vaudou, c'est amour. Le vaudou, c'est un mode de vie, je veux dire. C'est un état d'être, voilà. C'est un état d'être, c'est vrai, on l'a vu aussi. Et puis, on ne peut pas non plus limiter toute une spiritualité à un autre pan, en fait, de pratique qui n'est pas nécessairement les nôtres. Et on a compris ça. Mais maintenant, vous travaillez, c'est vrai, vous avez une présence notoire sur les médias sociaux. Et qu'est-ce qui vous a poussé? Vous avez dit, on vous a donné la permission. Mais à travers ça, quel message vous voulez vraiment transmettre
à cette population noire kémite qui est éparpillée à travers le monde, en fait? Alors, mon message au départ, il était local. En fait, je voulais faire comprendre aux Béninois que le vaudou, pour ceux qui ne sont pas vaudouisants, clairement, parce qu'en fait, tout Béninois est vaudouisant. Tout Béninois a une amulette, tout Béninois croit à ses ancêtres et tout et tout. Maintenant, l'assumer, ça, c'est un autre problème. Alors, mon rôle au départ, c'était de leur dire, moi je suis venue d'ailleurs, je crois en vos saints, à vos divinités, je savais pas ce que c'est que Toleba, tout ça là, et Biusso, tout et tout. Je suis venue apprendre ça au Bénin. Je suis toujours vivante, je suis pas morte, il ne m'est jamais rien arrivé de particulier. Je peux avoir des petits bobos, des petits malheurs comme tout le monde, mais ce n'est jamais lié aux pratiques vaudou. Donc vous avez tout à gagner à essayer de comprendre déjà ce que c'est parce que vos ancêtres ont vécu toutes ces pratiques, ont animé la vie vaudouisante grive tous les jours. Avant l'arrivée des Occidentaux qui ont amené l'église et tout, et puis bon, des mosquées, tout ça là c'est venu bien après. Mais sinon nos ancêtres croyaient en Dieu et qui est un Dieu universel. Donc c'était ça au départ. Mais par la suite, j'ai vu que d'autres personnes étaient très attentives à mon message et de plus en plus, j'ai commencé par aller au-delà du continent africain, déjà du Bénin et puis dans mon propre pays d'ailleurs parce qu'on ne comprenait pas comment j'ai pu rentrer dans ça. J'ai perdu énormément de relations parce qu'on me traitait de sorcière, de comment elle peut rentrer dans le vaudou et tout et tout. Alors, c'est ce travail que j'ai fait au départ. Mais, comme je dis, aujourd'hui, ce n'est plus, je pourrais dire universel. C'est tout le monde. Vous étiez au festival, vous avez vu, il y avait énormément d'occidentaux là qui viennent, mais c'est pas seulement le jour du festival. Tous les jours que Dieu crée, il y a des visiteurs au site sacré au village vaudou à Outo qui viennent, qui veulent savoir ce que c'est. Donc, j'ai un rôle à jouer dans les médias. Au niveau du média, même si c'était pas facile au départ, j'ai perdu une page d'eux-mêmes. J'ai perdu ma page du palais. J'avais une page que j'avais liée à ma fondation. C'était une page Fondation Afrique Espoir, Palais Royal d'Alada. Elle a été signalée tout le temps. Finalement, elle a été fermée. J'avais une page personnalité publique qui est fermée également. Aujourd'hui, j'utilise mon profil personnel qui est pas mal signalé aussi, mais je pense que de plus en plus, les médias aussi comprennent parce que je suis plus seule. Je n'étais pas seule au départ, mais de plus en plus, il y a du monde, beaucoup de jeunes, de vieux, de tout, pratiquement tout, je dirais tous les Africains, mais le maximum d'Africains parlent de leurs racines. Il y en a qui disent, nous, on est des Kémites, il y a pas mal de courants, mais tout le monde revendique sa paternité, ou je sais pas trop, son appartenance à l'Afrique, à la terre-mère. Et même qu'il y a beaucoup de blancs, de Lecodem, je sais pas trop comment dire ça, qui sont aussi dans ça, qui viennent énormément, qui veulent apprendre, qui veulent comprendre ce qu'ils n'ont pas compris au départ. Donc le message passe très bien. Je suis ravie toutes les fois que je suis connectée de pouvoir échanger avec des personnes, d'apprendre aussi, parce que j'apprends énormément aussi, j'apprends des autres. Leurs publications m'enseignent énormément de choses et voilà, tout se passe très bien et je suis ravie que l'Afrique prenne ce chemin-là, cette démarche de nous réapproprier notre histoire, notre état d'être. Voilà. Exactement. En fait, j'ai cette question qui me brûle les lèvres. Il faut absolument que je la pose. C'est de savoir, quand j'étais à la cour, le roi parlait que c'est pas n'importe qui veut devenir roi qui peut être roi. Et il a parlé aussi de l'initiation. Est-ce que les reines subissent aussi à peu près les mêmes initiations ou font les mêmes rites que les rois font? Non. Les rois, déjà pour être roi, il faut que vous soyez choisi par l'oracle Fa. Alors quand vous êtes choisi, vous rentrez en internement pendant au moins 3 mois lunaires. Pour le cas de Sa Majesté, ça a été beaucoup plus que ça, parce que il y a eu déjà, il a commencé son apprentissage avant même que le 15e roi ne rejoigne les ancêtres. Il avait déjà été choisi. Ça n'avait pas été dit. Alors quand le 15e roi a rejoint les ancêtres, il y a eu 10 ans de vacances de trône. Comme dit Sa Majesté, il n'y a pas eu de vacances de trône parce que je n'étais pas encore intronisée
mais j'étais déjà prêt et spirituellement, j'assumais déjà ce rôle-là. Alors, mais officiellement, c'est 3 mois d'internement pour le futur roi et après, il est donc intronisé roi, mais son apprentissage continue, c'est-à-dire qu'il est en contact permanent avec les ancêtres. Alors, quand je dis Alada, c'est Wakanda, nous avons eu la chance qu'il y ait ce film où on voit l'acteur principal aller parler à son père. On voit une panthère descendre de l'arbre, devenir un être humain, et c'était le père de l'acteur principal qui parlait à son fils, lui posait un certain nombre de questions, pourquoi c'est pourquoi ça. Alors c'est exactement comme ça, sinon mieux que ça, que la vie se passe à Alada. Le roi régnant est en contact permanent avec ses ancêtres. Quand il dit les ancêtres me parlent. Quand nous devons effectuer par exemple une sortie, nous avons tous des signes, j'ai oublié telle chose, je suis retourné dans la maison, j'ai traîné un peu, peut-être parce que il y a un danger et que, je sais pas, mon intuition ou alors quelque chose m'empêche de partir. Mais pour le roi, c'est beaucoup plus clair. C'est qu'il a un échange avec ses ancêtres. Parfois, c'est plusieurs qui viennent. Parfois, c'est un seul qui lui dit tu fais comme ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. On peut avoir une sortie à 10 heures et que finalement, c'est à 14 heures qu'on parte parce qu'il dit on m'a toujours pas donné la permission de sortir. Donc, la reine, c'est vrai que j'ai pu acquérir des aptitudes, j'ai pu forger un peu plus, travailler un peu plus ma spiritualité. Elle-même, elle s'est travaillée toute seule, mais je ne peux jamais me prévaloir d'être au même niveau que Sa Majesté le Roi. Non, jamais. La reine est restée reine, elle est sous le roi, elle lui doit soumission. Soumission ne veut pas dire, parce que quand on dit je me prosterne devant le trône, devant Sa Majesté et tout, on dit non, moi je ne veux jamais me mettre à genoux devant un être humain et tout. Mais quand on se prosterne devant le roi, on se prosterne en réalité devant le trône. Parce que je l'ai dit avant même d'expliquer. On se prosterne devant le trône. Le trône, ça représente tous ceux qui sont passés par là, en commençant par l'ancêtre fondateur. Quand le roi est assis sur son trône, ce n'est plus la même personne. Ce n'est pas mon mari qui est assis sur le trône, c'est le roi. Et ce qu'il dit, je le perçois comme tous les autres, que c'est le roi qui parle. Voilà. Waouh, c'est très fort, hein? C'est très fort parce qu'il y a ce côté-là de la descendante de ces femmes mises en esclavage qui se sont battues contre l'esclavage et qui ont été toujours à côté des hommes, et de l'entendre comme ça brasse beaucoup. Et je sais que beaucoup de nos auditeurs vont réagir par rapport à la manière que vous avez dit ça. Mais pour terminer, parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps, et vous avez été vraiment, et je pense qu'on va vous avoir à nouveau parce que il y a certains aspects qu'on n'a pas parlé, et je sais que vous devez avoir la permission, vous devez aussi analyser avant de me dire oui, on peut aller vers ça. Donc, on va revenir certainement pour discuter de ces éléments si vous le souhaitez. Mais pour cette période-là, on est en 2026, quelle est la pertinence de maintenir cette tradition royale dans nos pays africains? Je pense que la tradition a un rôle à jouer. C'est, comme je dis souvent, la royauté dans les républiques. Il faut concilier les deux. Tout bon dirigeant aujourd'hui, c'est-à-dire tout président d'une république, pour qu'il soit fort, pour qu'il aille loin, il doit savoir qu'il y a des rois qui sont là. Il y avait des dynasties royales avant les républiques et les rois sont toujours là. Malheureusement, au Bénin, pendant très longtemps, la royauté n'était pas reconnue. Elle est bien présente, même dans la constitution béninoise. Quand un président de la République prête serment, il dit au nom des ancêtres, au nom et tout, mais ça s'arrêtait là. Maintenant, la royauté est reconnue. Il faut simplement, la loi a été votée, promulguée. Nous attendons les mesures d'accompagnement. En attendant, les rois vivent de dons, de bonne volonté et tout. Et je sais que le président amorce la bonne démarche pour remédier à cela, parce que dans d'autres pays africains, ça se passe plus comme ça depuis très très longtemps. Il y a un temps pour tout. Alors, la République ne perd rien, au contraire. Elle gagne à travailler avec ses chefs traditionnels, parce que les chefs traditionnels détiennent le savoir. Mais en fait, est-ce que c'est le savoir? C'est-à-dire, spirituellement parlant, les chefs peuvent prévenir, peuvent garder. Comme on dit, ce sont les garants de la paix et de nos us et coutumes.
Alors, les républiques, ça nous vient des Blancs. Je préfère dire les Blancs, parce que quand je dis les Occidentaux, mais disons les Blancs. Nous sommes les Noirs, ils sont les Blancs. Donc, ça nous vient des Blancs. Mais avant eux, est-ce qu'on ne vivait pas? Est-ce qu'on n'avait pas notre démocratie? Est-ce qu'on n'avait pas notre manière de diriger nos différents pays? Quand on cherche aujourd'hui, comme il y a énormément de problèmes dans le monde, on reconnaît la place que l'Afrique a toujours occupée. On parle de l'homme le plus riche du monde qui était africain, qui était un roi malien, Mansa Musa, tout ça. On dit beaucoup trop de choses maintenant. Alors, est-ce que les rois ne demandent pas la dissolution des républiques? Non, on ne demande pas ça. On demande une reconnaissance. On demande à tout, quand on dit nos enfants, ça ne veut pas dire qu'on minimise les autres, mais c'est pour dire que quand on incarne un peu les ancêtres qui étaient là avant nous et ainsi de suite. Alors, tous ceux qui ne comprennent pas qu'on peut être dans les républiques et ne pas perdre de vue d'où nous venons, sont perdus. Quand les afro-descendants n'ont pas oublié qu'ils sont d'origine africaine, c'est pas les Africains qui vivent en Afrique qui devraient oublier qu'ils sont des Africains. Malheureusement, de plus en plus, on voyait ça, on voit toujours ça. Il y a une prise de conscience, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire pour que les Africains comprennent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller dans des loges s'ils veulent. Parce que ça aussi, c'est un sérieux problème des loges. C'est un sérieux problème. Nous avons été contactés depuis mon arrivée ici, depuis plus de 30 ans. Des grands de ces loges-là, en particulier la loge maçonnique et tout, ils sont venus au palais. Ils nous ont proposé des tas de choses, mais jamais on a franchi le pas, on n'a jamais pensé que c'était nécessaire et qu'on avait même des dignitaires français pour la plupart, qui nous disaient jamais majesté, surtout en parlant à mon époux, jamais majesté, il faut pas accepter de rentrer dans ça. Nous sommes dans ça, on ne l'a jamais caché, nous sommes aussi vers vous, on sait où il y a quoi et qui fait quoi. On a eu la chance de, oui, on a eu la chance de rencontrer des dignitaires comme ça. Il y a une dame qui est arrivée au Cameroun en 1954, je n'étais même pas encore née, je connais très bien le Bénin. Ils avaient la plus grande entreprise ici de concessionnaire de voitures et tout. Et son époux est arrivé un peu plus après. Ils nous ont dit jamais ne rentrez dans ça. On vous les amène comme des touristes, mais n'écoutez pas ce qu'ils vous racontent. Non, on les amène parce que nous sommes avec vous, nous sommes des dignitaires. On ne peut jamais vous induire en erreur. Mais j'avoue que jamais l'idée même de rentrer dans ces choses n'a jamais effleuré ni mon époux, ni moi, ni même notre entourage immédiat à l'époque. Maintenant, bon, les enfants ont grandi, chacun choisit son chemin et tout. Mais je pense que tout Africain devrait savoir d'où il vient. Savoir d'où il vient, c'est pas seulement savoir que je suis africain, je suis béninois, je suis togolais, je suis tchadien, je suis burkinabé. Non. Savoir d'où on vient, c'est savoir que nos ancêtres croyaient en Dieu et que le Dieu, ce n'est pas celui des Occidentaux et que les saints ne sont pas les saints des autres. Non, nous avons aussi nos saints. Nos ancêtres aussi sont des saints. Hein? Il faut invoquer, demander. Moi, toutes les fois que j'ai demandé vraiment, j'ai reçu ce que je voulais. Hein? Je ne veux pas dire que toutes les fois je demande, je reçois tout. Non. Même ceux qui vont à l'église, qui prient, ne reçoivent pas toujours. Mais il faut savoir que on n'a pas besoin de prier les saints des autres. On n'a pas à avoir honte d'être ce que nous sommes. Non, nous sommes des Africains. Nous avons nos croyances. Nous avons nos divinités. Nous devons aller vers ces divinités, leur donner de l'eau, quelques offrandes, un peu d'alcool, un peu de cola, un peu de ceci, cela, et demander. C'est exactement ce que ceux qui disent Saint-Michel, prends ton épée, va combattre, va faire ci ou ça. Je ne sais pas pourquoi c'est plus sain de dire ça que d'aller chez Tolèbois ou bien chez Rébioseux et de lui dire, voilà, va combattre mes ennemis, protège-moi. Je ne vois pas pourquoi aller vers l'ange Saint-Michel devrait être plus propre que d'aller vers Tolèbois. Non. Waouh! À ces mots, je n'ai plus de mots. Alors, merci beaucoup, Reine Djamé, d'avoir pris de votre temps, vraiment, sachant que vous êtes très occupée, de nous avoir accordé ce moment précieux. Alors, je vais vous laisser vos mots de conclusion. Je ne dirai pas vos derniers mots parce qu'on vous veut toujours vivante pour longtemps, parce que
Il y a énormément à faire en tant que garante de la culture, de la tradition et de la spiritualité africaine. Alors, on a encore et toujours besoin de vous. Alors, je vais vous laisser conclure cette émission-là. Et je commence par vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée de m'exprimer. Je sais que énormément de personnes vont m'écouter. Ceux qui ne comprendront pas ce que j'ai dit peuvent continuer à me suivre dans les réseaux sociaux où je suis active, je dirais 24 heures sur 24. Je pourrais répondre. Donc voilà, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Je demande aux membres de nos ancêtres de continuer à vous donner la force et le courage de continuer ce travail, d'être la voix des sans-voix, de nous permettre de dire des choses que nous n'avons peut-être pas toujours l'occasion ou alors le canal qu'il faut pour le dire. Et je souhaite une bonne et heureuse année à tous ceux qui pensent que c'est le début de l'année, mais quand même une bonne année à tout le monde et que les membres de nos ancêtres continuent à nous guider dans un monde plein d'amour et de paix. Aïe Bobo, alors merci beaucoup. Aïe Bobo. À la prochaine. Merci. Bye bye. Je vous envoie des ondes positives depuis Alada. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Vous avez déjà entendu, je ne vais pas en ajouter parce que la reine Djéami a tout dit. Alors, je ne vais tout simplement vous dire de continuer de nous suivre et surtout d'aller sur sa page Facebook. Elle en met énormément sur sa page d'informations sur la royauté, sur les informations importantes à connaître de cette belle ville d'Alada et du Bénin en général. Il faut supporter les bonnes initiatives parce que aussi elle travaille avec des enfants, elle aide beaucoup de familles. Donc ce n'est pas juste une reine qui est reine et qui fait genre, comme vous l'avez aussi constaté. Alors continuez de nous supporter, on en a besoin, c'est à cause de vous que la chaîne continue d'exister. Merci de commenter, de partager et surtout de supporter autrement parce qu'il y a d'autres façons de supporter. Sur ce, je vous dis tous, Kevin Jampalagé, bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine émission. La prêté job.